Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour ma preview de cette grande finale d'Europa League. Dans un contexte particulier, et en ouverture d'un autre duel anglo-anglais, Arsenal et Chelsea s'affrontent pour un trophée, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Quelle dynamique, quel 11, quels absents, qui va s'imposer, et comment? Alors pour commencer à situer le rapport de force, un petit récap de la saison de ces deux équipes. Après un départ exceptionnel, et notamment cette série incroyable de 22 matchs sans défaite, Arsenal s'est un peu écroulé sur la fin et a enchaîné 3 revers consécutifs en championnat qui les voient échouer au pied du top 4. Ils doivent absolument gagner mercredi pour accrocher la C1. Du côté de Chelsea, le bilan est plus heureux, mais l'histoire est assez similaire. Un très bon début de saison qui a vu Sarri encensé, alors qu'on imaginait plutôt une montée en puissance progressive. L'inverse s'est produit, à l'image d'un début d'année 2019 catastrophique. Alors à l'heure des comptes, on peut dire pour eux que l'essentiel est préservé. Voilà, 72 points, c'est seulement 2 de plus que sous compté l'année dernière, mais cette fois c'est suffisant pour accrocher une très belle 3ème place. Attention en revanche au trompe-l'œil, pour une équipe qui finit sur le podium en étant que la 4ème défense de Premier League et la 6ème attaque. Alors justement, si on s'attarde un peu sur le contenu, du côté d'Arsenal, le projet de jeu a été assez fluide et a évolué au cours de la saison. En début d'exercice, Emery avait identifié la possession comme étant l'une des caractéristiques historiques du club qu'il voulait conserver et complémenter d'un pressing énergique. Finalement, Arsenal aujourd'hui, c'est plutôt une équipe de transition, emmenée par un duo Lacazette-Aubameyang, qui était d'ailleurs initialement très peu associés, mais qui sont maintenant inséparables, en bonne partie grâce à la bonne entente qu'ils ont nouée, sur et en dehors du terrain. Avec 22 buts cette saison, Aubame termine co-meilleur buteur de Premier League, ce qui est vraiment pas mal pour un premier exercice complet, et Lacazette de son côté, lui, c'est 13 buts et 10 passes décisives en seulement 27 titularisations. Le duo a aussi inscrit les 8 derniers buts d'Arsenal en Europa League, et leurs combinaisons font des ravages. Mais le problème, c'est qu'ils sont un peu isolés. Et à l'heure de juger la saison d'Arsenal dans son ensemble, il y a forcément quelques déceptions. 70 points, c'est effectivement 7 de plus que l'année dernière, mais au final c'est qu'une 5ème place, et 51 buts encaissés en revanche, c'est précisément le même total que la saison dernière, ce qui en fait seulement la 9ème défense de Premier League, et la 10ème si on compte les expected goals against. Comment l'expliquer ? La longue blessure de Koscielny n'a pas aidé, bien sûr, mais l'arrière-garde dans son ensemble est peu fournie. Mustafi est catastrophique, Sokratis est vieillissant, Monreal est très moyen, comme Holding, Mavropanos, Lichtsteiner, Jenkinson, Maitland-Niles, Kolasinac, Bellerin s'est fait les croiser en janvier. Si on est honnête, il y a simplement aucun joueur de première catégorie, et c'est dommage parce que ça vient gâcher de vrais beaux efforts offensifs. Arsenal c'est quand même cette saison la 3ème meilleure attaque de Premier League, et la 2ème derrière le duo intouchable Liverpool City. Ça me semble pas exagéré de dire que c'est une équipe coupée en deux, et dont la qualité est très inégalement distribuée. Alors ensuite, au-delà du bilan saisonnier, quelques autres éléments pour éclairer les dynamiques de ces deux équipes. Déjà du côté de Chelsea, on peut pas dire que les voyants soient au vert depuis quelques jours. Avec l'imbroglio Sarri, qu'on annonce déjà sur le départ, très proche de la Juve, avec la direction de Chelsea qui comptait de toute manière le licencier, et Lampard qui serait proche de prendre sa place, avec Hazard qui aurait signifié son envie de départ et qui serait en négociation avancée avec le Real Madrid. On peut aussi évoquer ce déplacement aux États-Unis pour un match caritatif, dont la conséquence majeure a été la rupture du tendon d'Achille de Ruben Loftus-Cheek, qui était devenu un joueur clé de cette fin de saison et manquera cruellement. Et puis au-dessus de tout ça évidemment, l'interdiction de transfert prononcée par la FIFA. Alors ils vont saisir le TAS, ça pourrait être repoussé, mais c'est clair que c'est une nouvelle peu réjouissante. Petit coup de blues à Chelsea. Bon, donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire au sujet des dynamiques des deux formations et de l'état d'esprit dans lequel elles abordent cette finale. Maintenant je pense que c'est intéressant d'éclairer l'enjeu, parce qu'il n'est pas exactement le même en fonction du point de vue qu'on adopte. Du côté d'Arsenal déjà, c'est assez simple, c'est une rencontre que beaucoup de supporters présentent comme le match de la décennie, et j'aurais tendance à être d'accord. Alors c'est l'opportunité de remporter un trophée européen déjà. Arsenal a soulevé en 94 la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, la fameuse C2, et en 70 la Coupe des villes de foire, mais je pense quand même que l'Europa League est plus prestigieuse. Et après avoir échoué en finale de C3 en 2000 contre Galatasaray, et en finale de C1 en 2006 contre le Barça, le club ne peut pas se permettre de laisser filer ce qui pourrait être considéré comme son premier vrai trophée européen. Et puis si un triomphe en Europa League a une vraie valeur en soi, il est peut-être surtout un billet doré pour un club comme Arsenal. Un club bien doté, raisonnablement bien géré, situé à Londres, qui possède son stade. Le futur est radieux, mais il manque la Champions League, une compétition qu'Arsenal n'a pas jouée depuis 2016. Et puis on sait qu'accrocher la C1, c'est non seulement augmenter sensiblement ses revenus pour être en capacité de transformer son effectif au poste clé,
c'est aussi être en capacité de séduire les joueurs qui comptent. Alors en ce moment, j'entends beaucoup parler d'Umtiti, de Rabiot. C'est des joueurs de ce calibre qu'un Arsenal en C1 pourrait séduire et qu'un Arsenal en C3 ne verra jamais. Donc voilà, tout ça pour dire que, pour moi, ce titre de match de la décennie est amplement justifié. Parce que c'est un match pour prendre le bon wagon. C'est un match absolument fondamental pour que le projet reconstruction démarre de la meilleure des manières. C'est un match fondamental pour réintégrer la première classe britannique et pour que la première saison d'Emery soit une réussite. Et même en se projetant un peu, c'est à mes yeux un club qui a le potentiel pour être le 3e d'Angleterre, voire plus. Si on imagine que ce City est plus proche de la fin de cycle que du début, que Guardiola s'éternisera pas, voilà. C'est le match le plus important de la décennie passée pour Arsenal, oui, mais c'est peut-être aussi le match le plus important de la décennie future, celui qui changera tout. Et d'ailleurs, la structure de prime en cas de victoire aurait fui, et illustre assez bien cette dynamique, puisqu'on évoque un total de 10 millions de livres, pouvant monter jusqu'à 500 000 pour certains joueurs. Alors forcément, une fois qu'on a dit tout ça, quand on regarde du côté de Chelsea, l'enjeu semble moindre. Le club a déjà remporté l'Europa League, en 2013, et même à l'époque, c'était déjà vu comme un trophée mineur. Après avoir soulevé la C1 un an plus tôt, ils sont aussi déjà qualifiés pour la Ligue des Champions en vertu de leur 3ème place. Impossible d'imaginer que pour la direction, et même pour les supporters, ce match est perçu avec autant d'importance que pour Arsenal. Alors après, il y a quand même des enjeux individuels. Hazard, notamment, jouera sûrement ses dernières minutes à Chelsea, et s'il a remporté l'Europa League en 2013, il n'avait pas pu jouer la finale, car blessé. Il est également arrivé au club à l'été 2012, donc quelques jours après la C1 remportée contre le Bayern, il lui manque cette belle nuit européenne, et puis on pense évidemment à Sarri, qui a jamais remporté de trophée pendant sa carrière, même pas à Empoli en série B, rien. Le désir doit être là. Enfin, et pour terminer sur l'enjeu, n'oublions pas qu'il dépasse les deux protagonistes du soir, et que l'OL notamment suivra cette finale avec intérêt, puisque en cas de victoire de Chelsea, les Lyonnais seront directement qualifiés en phase de groupe de la C1, sinon ils devront passer par 2 tours préliminaires contre des adversaires potentiellement assez coriaces. Alors on va vite s'intéresser aux compos probables, mais d'abord un petit mot pour les absents. Du côté de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek sera un forfait de taille, comme Callum Hudson-Odoi, et peut-être surtout comme Rudiger, opéré du genou. Et puis info de dernière minute, dont on attend la confirmation, Kanté aurait rechuté lors de la séance d'entraînement samedi, ce qui serait évidemment un énorme coup dur. Pour Arsenal, quelques forfaits également, Denis Suarez, qui a à peine joué depuis son arrivée, Rob Holding, Bellerin, mais peut-être surtout Aaron Ramsey. Et Özil aura fort à faire pour imiter son activité sans ballon. Enfin, niveau absent, comment ne pas évoquer le public, puisque seulement 6000 des 12 000 billets mis à disposition des supporters d'Arsenal et Chelsea ont trouvé preneur, et c'est logique, tant Bakou est difficile à rallier depuis l'Europe occidentale. Comptez 1000 livres pour un billet d'avion et environ 20 heures aller-retour depuis l'Angleterre. Et puis on peut également estimer que la justice, la moralité ou l'éthique font partie des absents, puisqu'en plus de l'attribution très obscure de cette finale par l'UEFA, la sécurité de l'Arménien Mkhitaryan n'est pas assurée, et il a donc renoncé à effectuer le déplacement en Azerbaïdjan, une issue assez dramatique. Un présent surprise en revanche, l'arbitrage vidéo, qui fera ses grands débuts en Europa League. On passe donc aux 11 probables, selon moi, et du côté d'Arsenal, la question Setch a été au cœur des débats. Il est le second gardien, et en cette qualité a joué toutes les rencontres d'Europa League cette saison, qui est d'ailleurs sa dernière en tant que footballeur, puisqu'il prendra sa retraite à l'issue de la finale. Le truc c'est que, selon une info Sky Sports, il deviendra l'année prochaine le directeur sportif de Chelsea, club avec lequel il a notamment remporté la Ligue des Champions en 2012. Alors ça a fait un bruit absolument fou à Londres, les supporters d'Arsenal sont en émoi et franchement on le comprend, mais personnellement je pense qu'Emery le reconduira. Voilà, ce serait envoyer un signal assez négatif que de le retirer maintenant, je pense, ça montrerait que t'es trop à l'écoute de ce qui se dit à l'extérieur, et puis voilà, je pense que Setch a quand même envie de terminer sa carrière sur une belle note, mais c'est vrai que c'est une situation très particulière. Au milieu ensuite, j'imagine un tandem Torreira-Xhaka, même si Guendouzi pourrait être préféré, et puis dans le système en 3-4-1-2, Kolasinac et Maitland-Niles auront un triple rôle absolument clé. Apporter de la largeur à un trident très axial, redescendre pour ne pas que le duo du milieu se noie, et puis contenir Hazard et Pedro, surtout face à une défense qui n'est pas des plus mobiles. Je pense également que la performance d'Ozil sera un facteur clé de la rencontre. Cette saison, il a tenté seulement 11 tirs, et son faible volume de jeu est une interrogation, surtout s'il est chargé d'aller gêner Jorginho par exemple. Du côté de Chelsea, je dirais que Christensen-Lewis, ça manque de vitesse. Sans Rudiger, ce sera difficile de défendre haut, et j'imagine qu'on verra une animation assez prudente, qui défendra surtout en contrôlant la possession, à Özil de trouver les brèches dans ce bloc. Si Jorginho est privé d'oxygène, Giroud pourrait être une option pour allonger le jeu, et il est aussi le meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations, donc je l'imagine titulaire à la place d'Higuaín. Évidemment, attention à Hazard, qui concentrera le danger,
et bataille du milieu de terrain à surveiller. Surtout si Kanté manque à l'appel, Jorginho et Kovacic, il y aura un déficit d'intensité, face à Torreira notamment. Bon, donc voilà en gros tout ce qu'il fallait savoir sur cette rencontre. Comme vous le savez, le but de ces vidéos, c'est surtout de vous donner le maximum d'éléments pour comprendre le rapport de force, avoir le background nécessaire, on va dire, pour apprécier en fait un petit peu plus le match et même peut-être toute l'histoire qui sera tissée autour. Maintenant, si je devais absolument parier, je mettrais peut-être une petite pièce sur la victoire finale d'Arsenal, côté A2, et peut-être même la victoire tout court en 90 minutes, côté A3. Si je devais parier sur un score, je dirais 2-1 ou 3-1. En tout cas les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur mon analyse de ce week-end, on n'a pas explosé le nombre de vues, mais plus de 9000 pouces bleus contre seulement 32 dislikes, donc un ratio de quasiment 300, 99,6% selon les stats que j'ai de mon côté, ce qui en fait le deuxième meilleur score de l'histoire de ma chaîne, derrière l'analyse de la Machina qui était à 99,7. Merci beaucoup. Si vous voulez pas rater l'analyse de cette rencontre maintenant, qui sortira jeudi matin, quelques heures après la fin du match, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, bien sûr, ça me fera très plaisir. De notre côté, et quoi qu'il arrive, on se retrouve donc très vite. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.